Alors on l'a intitulé cette table ronde « Ingénierie, l'éthique dans toutes ses dimensions ». Finalement, on pourrait aussi le mettre dans l'autre sens, c'est l'éthique qui concerne l'ingénierie dans toutes ses dimensions. Donc l'approche qu'on a choisie, nous, c'est de dire que cet homme qui est augmenté, transformé, il est certes dans son corps lui-même, comme on a pu le voir avec la conférence précédente, mais finalement, il est aussi modifié si l'être humain peut faire des choses plus rapidement, peut communiquer plus vite avec certaines personnes, et c'est son être social qui est changé aussi. Donc c'est pour ça que nous allons aborder différentes approches de l'ingénierie, différents domaines de l'ingénierie, que nous disons en contact avec l'éthique. Alors nous allons aborder différents points. On a vraiment essayé de bien articuler notre présentation en se disant que dans le domaine de l'ingénierie, il y a, on va dire, 10, 12 grands domaines. Il est hors de question de les aborder tous aujourd'hui. On a décidé de se focaliser sur seulement deux domaines. Celui des big data, avec Philippe Besse et Béatrice Laurent, donc tous les deux mathématiciens qui vont essayer de vous montrer les questionnements éthiques qu'ils se posent autour de ce domaine. Et ensuite, Lise-Marie Lacroix, qui est au milieu ici, qui, elle, abordera la question des nanotechnologies, nanoparticules. Je la laisserai expliquer. Puis, nous aurons un temps d'échange et de débat. Et ensuite, c'est Marie-Pierre Escudier, qui en fait vient de l'INSA de Lyon, un peu plus loin, politiste, qui viendra expliquer comment dans nos écoles, nous nous intéressons à ces questions des rapports entre la technique et l'éthique. Alors, ce sont des questions qu'on se pose à l'INSA de Toulouse, autour d'enseignement, etc. Ce que je voulais souligner, puisque nous sommes à Toulouse, c'est que c'est une problématique qui concerne l'ensemble des écoles d'ingénieurs, suffisamment pour que ces écoles aient organisé en mars dernier toute une journée d'études sur l'interrogation pour savoir comment préparer les futurs ingénieurs justement à ces questionnements éthiques. Alors avant de lancer la table ronde, je dirais juste un mot justement sur l'éthique. C'est ce qu'a dit mon prédécesseur tout à l'heure. L'éthique, c'est pas de la morale. On n'est pas du tout là pour vous donner les bonnes directives. Par contre, on est là pour vous dire attention justement, les règles de la morale sont éventuellement en contradiction, en difficulté ou ne suffisent pas. Il y a des choix à poser en toute liberté, en toute responsabilité. Et si les intervenants viennent ici, de l'INSA de Toulouse, c'est aussi pour vous dire, attention, vous avez peut-être des décisions à prendre, mais ce qui serait important, c'est que vous ayez tous les termes du débat qui soient posés. Et les termes du débat sont là pour continuer le questionnement que vous pouvez avoir sur des sujets, en aucun cas pour fermer les débats. Est-ce que j'ai tout dit ? Voilà. Alors, on va démarrer directement et je donne donc la parole à Béatrice Laurent. Je te laisse peut-être prendre le micro qui est devant toi, s'il te plaît, et je bougerai les diapositives au fur et à mesure. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis professeure de mathématiques à l'INSA de Toulouse. Et donc, avec mon collègue Philippe Besse, ici présent, on aborde la question du machine learning dans le cadre du big data. On en a parlé dans les conférences précédentes. Donc, il y a eu une augmentation exponentielle des capacités de stockage, de calcul des ordinateurs, le déploiement de multiples capteurs, le développement d'Internet, des smartphones, etc. Et tout ça, ça génère des données de manière, qui augmentent en volume à une vitesse absolument incroyable. Et donc, on est entré dans l'ère du big data. Donc, il y a de nombreuses applications qui se développent pour valoriser ces données. On en a parlé aussi, donc avec justement ces fameux algorithmes d'apprentissage statistique. Alors, les applications sont multiples. Je vais citer par exemple la publicité en ligne, la maintenance prédictive des avions, par exemple, à partir d'analyse de données de capteurs, la reconnaissance d'objets ou de visages dans des images, la reconnaissance vocale, la traduction automatique, l'optimisation énergétique des bâtiments, l'analyse de données de santé, de géolocalisation, par exemple, pour faire des prévisions de temps de trafic routier, etc., etc., etc. Donc il y a des algorithmes plus ou moins complexes de traitement de données potentiellement massives et souvent massives qui se développent. C'est un sujet de recherche qui est extrêmement actif, à la fois dans le domaine de la recherche publique, donc dans les laboratoires de recherche universitaires, mais aussi chez les géants du web. On a parlé de GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui investissent des moyens considérables, des centres de recherche très importants dans ce domaine. Alors,
on parle beaucoup récemment des méthodes de deep learning, apprentissage profond. Donc, ce sont des algorithmes d'apprentissage automatique qui s'appuient sur des architectures très, très, très complexes et qui combinent un grand nombre de transformations non linéaires des données. Donc, c'est des algorithmes très complexes, mais qui ont permis des progrès importants, substantiels dans le domaine du machine learning, notamment en analyse d'images, et en particulier dans le domaine de la reconnaissance d'objets ou reconnaissance de personnes dans une image, reconnaissance vocale, traitement automatisé du langage, et puis un exemple qui a été cité dans la conférence tout à l'heure, l'exemple spectaculaire du programme AlphaGo qui avait battu le champion du monde 3 fois consécutives en 2016. Donc nous allons aborder avec vous les problèmes éthiques qui peuvent être liés à ce contexte, et notamment Philippe parlera de loyauté des algorithmes. Et pour ma part, je vais plutôt m'attacher au problème de confidentialité des données. Donc j'entendais récemment à la radio qu'en France, 10 millions de personnes sont géolocalisées. Donc il y a de nombreuses applications sur les smartphones qui permettent de géolocaliser les individus. On laisse tous beaucoup de traces aussi sur Internet, ne serait-ce que par les sites qu'on visite, les informations qui sont déposées sur les réseaux sociaux, les données de santé des smartphones, etc. Et ces données faut savoir qu'elles sont utilisées pour alimenter les algorithmes qui vont ensuite vous revenir sous forme de publicité en ligne, par exemple, qui est ciblée par rapport à votre profil. Alors, on va parler aussi plus spécifiquement de la question de l'open data. Donc, l'open data, c'est une politique d'ouverture des données publiques qui a été initiée aux États-Unis et au Royaume-Uni, et qui a pris beaucoup d'essor en France depuis 2011 avec la création de la mission Etalab auprès du Premier ministre, qui a été chargée d'alimenter le portail data.gouv.fr sur lequel vous pouvez trouver énormément de données publiques classées dans différentes rubriques, et en particulier, je vais m'attarder un peu plus sur la rubrique santé et sociale. Voilà, c'est ce qui est affiché derrière toi. Voilà, parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de débats à ce sujet, au sujet de l'ouverture ou non des données de santé, donc des données de la SNIRAM en particulier, qui regroupent en fait l'ensemble des données de tous les organismes d'assurance maladie en France. Donc cette base de données a été créée en 1999 et il y a eu un grand débat autour de l'open data pour ces données qui regroupent, vous voyez ici, notamment 1,2 milliard de feuilles de soins par an. Ça concerne 62 millions de personnes. Alors je vais juste rapidement aborder les arguments qui ont été évoqués en faveur de l'ouverture de ces données et puis les risques au contraire liés à l'ouverture des données. Donc les principaux arguments qui ont été invoqués pour l'ouverture des données, c'était le fait que notamment, par exemple, un scandale tel que celui du Mediator aurait pu être évité si si tout le monde avait pu avoir accès aux données, on aurait pu détecter des anomalies liées à la consommation d'un médicament ou à des prescriptions inappropriées, et on aurait peut-être évité le scandale du Mediator. Un autre argument est le fait qu'on aurait ainsi plus de transparence sur les dépenses de santé en France, une meilleure connaissance des tarifs pratiqués par les différents hôpitaux, une mine d'informations pour éventuellement mieux se soigner, des données accessibles aux chercheurs qui leur permettraient potentiellement de faire de nouvelles découvertes en matière de lutte contre le cancer ou d'autres maladies. Et un autre argument, un argument d'ordre économique, l'ouverture des données et facteurs de croissance permet le développement de start-up qui vont valoriser ces données. Alors maintenant, si on regarde les arguments qui vont plutôt porter un frein à l'ouverture des données, il y avait la crainte de certains professionnels de santé, du fait qu'on puisse, si les données étaient ouvertes, déterminer leur chiffre d'affaires. Et donc essentiellement, la crainte principale, c'est le problème de réidentification des individus, parce qu'il faut préciser bien sûr que ces données, si elles sont ouvertes, elles sont anonymisées. Mais l'anonymisation, la crainte était que l'anonymisation ne soit pas infaillible et qu'on puisse réidentifier les individus à partir de données et de facto porter atteinte à la vie privée des gens puisque tout le monde aurait accès à leurs données de santé. Alors c'est peut-être l'argument principal d'ailleurs, celui-là. L'argument principal, effectivement. Qui a milité actuellement contre. Effectivement, oui. Et effectivement, si on regarde, il n'y a pas tant que ça d'exemples de réidentification, mais il en existe quand même.
Notamment, il y a eu un concours lancé par Netflix qui avait donc mis en ligne des données de notes de ses clients sur des films et où il s'agissait de prédire les notes que mettraient les clients à d'autres films. Donc Netflix avait lancé un concours à $1 million, je crois, pour que les gens développent des algorithmes performants qu'ils allaient pouvoir utiliser après. Et il y a eu des problèmes de réidentification de certains individus à partir des données qui avaient été fournies et puis de données qui étaient accessibles en ligne où les gens avaient mis des avis sur des films aussi sur des réseaux sociaux ou ce genre de choses. Et en croisant tout ça, on a pu les réidentifier. Donc il n'y a pas tant que ça d'exemples, mais il y a quand même des exemples de réidentification des données, d'où la crainte fortement justifiée sur les données de santé. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement ? Sur le site data.gouv.fr, vous pouvez désormais avoir accès à la base complète des dépenses d'assurance interrégime, donc qui regroupe les parcours de santé de 62 millions de personnes, mais afin de préserver l'anonymat à la fois des professionnels de santé et des bénéficiaires des soins, ces données ont été agrégées par zone géographique, par très grandes zones géographiques qui correspondent essentiellement aux grandes régions. Voilà, donc il n'y a pas de données individuelles. La seule information qu'on a, c'est dans quelle zone géographique se trouve la personne. Ce qui, bien sûr, ne permet plus de suivre des parcours de santé. Donc peut-être que les bénéfices qu'on peut tirer sur des données individuelles, on ne peut plus, sur ce type de données agrégées, on ne peut plus faire le même genre d'inférences statistiques, mais on garantit l'anonymat des individus. Bien, merci. Ouais. Ce qu'on va voir, c'est ici, pour résumer, une sorte de conflit de valeurs entre les valeurs d'efficacité, d'ailleurs médicale, et puis les valeurs de respect de la vie privée, et respect de l'anonymat notamment. On y reviendra. Je résume pour que vous puissiez peut-être imaginer des questions pour la suite. Je laisse la parole à Philippe Besse tout de suite, avec donc une réflexion sur les décisions algorithmiques. Merci et bonjour à tous. Donc je vais me focaliser maintenant sur la partie algorithmique, c'est-à-dire ces outils qui permettent de valoriser les données et de faire de l'aide à la décision. Alors pour préciser un peu mon propos, je vais tout de suite dire que je ne parlerai pas d'APB, tristement célèbre cet été, parce que c'est un algorithme qui est procédural, c'est-à-dire que tout est, même s'il y a des tirages au sort, tout est déterminé par des règles au départ. Alors APB, juste pour rappeler... c'est admission post-bac, mais je pense que tout le monde a compris, a été confronté au moins, ou ses enfants ou petits-enfants confrontés à ça cet été. Alors je vais m'intéresser donc aux algorithmes d'apprentissage statistique. Donc il y a un exemple en haut à droite là où nous sommes tous aussi assez régulièrement concernés. Dès que l'on va voir son banquier, notre banquier a une connaissance, par exemple, de notre capacité à rembourser un emprunt à partir du moment où il a pu observer suffisamment de données sur toute sa base clientèle et il peut calculer un score pour attribuer ou non un crédit ou pour affecter ou non un taux de remboursement pour couvrir son risque. Donc voilà le type d'algorithme très utilisés. Ce sont aussi ce type d'algorithmes qui sont utilisés en neurosciences pour identifier quelle zone du cerveau est active et à quelle fonction elle est utilisée à partir de tout ce qu'on a pu apprendre sur les données précédentes. Autre exemple, c'est ce que proposent donc IBM, Google, Microsoft, c'est-à-dire que les géants actuels de l'intelligence artificielle avec beaucoup de guillemets, qui proposent dans le deal suivant, ouvrez les données de santé et on va aider à guérir le cancer. Mais guérir le cancer pour qui ? C'est une question que l'on pourra se poser par la suite. Autre application aussi, je ne vais pas développer avec des applications plus douteuses que peut faire la NSA de ces algorithmes. Et une dernière application en bas à droite, ça s'appelle de la justice prédictive, c'est-à-dire à partir du comportement de détenus après leur libération, est-ce qu'on est capable de prévoir un score ou un risque de récidive ? Donc c'est très utilisé actuellement aux États-Unis, parce qu'il y a une compagnie qui vend ce genre de programme pour réaliser score. C'est évoqué en France, on appelle ça l'actuarisation de l'évaluation du risque. Donc pour résumer, en fait, pour poser les questions de loyauté vis-à-vis de ces algorithmes, donc les questions éthiques qui sont cachées derrière, eh bien, en fait, on peut se résumer ça en 3 points. Premier point, c'est la transparence ou l'explicabilité de ces algorithmes. Est-ce qu'on peut expliquer la décision et donc permettre à une personne d'en discuter le bien fondé ? La deuxième chose qui est souvent oubliée, c'est la précision de ces décisions. Et le troisième point, c'est la présence ou non de biais discriminatoires dans la décision. Sommes-nous tous
égaux vis-à-vis de la décision qui est prise. Donc, je vais rapidement illustrer ces 3 points. Pardon. Le premier, sur la transparence, je vous mets en comparaison 2 modèles. Un, à gauche, un modèle statistique traditionnel. Ce sont les modèles, par exemple, épidémiologiques qui vont vous permettre de dire, en étudiant toute une cohorte de personnes, que si vous fumez, vous avez 10 fois plus de chances sur 100 de développer un cancer du poumon. Donc ça, c'est un modèle qui est explicable, avec des petits graphiques éventuellement. Et en haut à droite, c'est ce qu'on peut représenter un algorithme de deep learning évoqué par Béatrice précédemment. Et là, vous ne pouvez plus interpréter. Ça marche, vous pouvez localement dire comment ça marche, mais globalement, vous ne pouvez pas expliquer comment telle variable a influé sur telle décision à la fin de l'analyse. Donc, ce schéma, excuse-moi, ça représente ce qu'on appelle un réseau de neurones? C'est un réseau de neurones profond, c'est Inception, je ne sais plus combien, de Google qui fait la reconnaissance d'images. D'accord? Et cet algorithme de reconnaissance d'images, depuis 2016, fait mieux que l'humain sur reconnaître des objets, après avoir appris sur des millions d'images qui ont été labellisées par des centaines de personnes. Enfin, c'était tout un énorme apprentissage avant d'arriver à concevoir ce type d'algorithme qui était présent. Donc là, il n'est plus possible d'expliquer la décision. Donc si votre médecin vient vous voir un jour et vous dit, voilà, Dr Watson d'IBM a décidé que finalement, ça ne valait pas la peine de vous opérer parce que, voilà, c'est comme ça, eh bien, quelle est votre capacité à discuter, comment vous pouvez recevoir une telle décision? C'est une question qui peuvent se poser. C'est d'autant plus important que c'est lié à la qualité de la prévision. C'est-à-dire, est-ce que la prévision est faite avec une chance sur 1000 de se tromper ou avec 40 chances sur 100 de se tromper? Et là, ça joue quand même énormément sur la façon dont on peut prendre en compte la décision. Et le troisième point qui est important, c'est la présence ou non de biais dans la décision. Donc ça, c'est illustré justement par les scores de récidive. Donc c'est un site web qui s'appelle ProPublica, c'est un site de journalistes d'investigation qui a suivi pendant 2 ans une cohorte de détenus libérés après leur libération en Floride. Et ils ont regardé si au bout de 2 ans, il y avait ou non récidive. Et ils ont comparé ça avec le score qui avait été calculé, le risque de récidive. Et ils se sont rendus compte que dans ce genre de choses, il y a beaucoup d'erreurs d'ailleurs. Donc le taux d'erreur est facilement de 40%, c'est-à-dire qu'on fait un peu mieux que pile ou face, mais guère mieux. Est-ce qu'on fait mieux que l'humain? Ça, c'est une autre question, ça, c'est un autre débat. Mais ce qu'a montré ce site, c'est qu'il y avait des faux positifs, autant pour les Afro-Américains que pour les Caucasiens, il y avait des faux positifs. Faux positifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un score élevé de récidive, donc un risque élevé de récidive, mais il n'y a pas récidive. D'accord? Et le nombre de faux positifs chez les Afro-Américains était beaucoup plus important que chez les Blancs. Et la matrice de confusion s'inverse, c'est-à-dire qu'il y a plus de faux négatifs chez les Caucasiens que chez les Afro-Américains. Donc là, ce que dénonce ProPublica, c'est un biais raciste vis-à-vis de ces scores. En fait, ce que fait le score, ce n'est que finalement reproduire la situation de la société américaine, et qu'on peut retrouver d'ailleurs en France. Donc c'est n'est guère qu'une reproduction, comme tout ce que font les algorithmes d'apprentissage statistique. Donc pour terminer, où se situe le débat éthique finalement? Il se situe entre ces technologies extrêmement sophistiquées, qui ont un apport, qui peuvent apporter des choses, et aussi l'écart qu'il y a avec la loi actuellement. La loi a été refaite très, très récemment, la loi sur la République numérique, ainsi que le règlement européen sur la circulation des données. Et entre les deux, si on regarde un peu en détail, on se rend compte qu'il y a un énorme Far West qui favorise ce qu'on peut appeler une disruption technologique, c'est-à-dire qui permettent à des sociétés de s'engouffrer dans ces trous, comme l'a fait Uber, Airbnb, etc., et de faire beaucoup d'argent sur ces espaces de Far West. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, ceci étant dit, donc sur les big data, sur le numérique, moi j'ai une question à vous poser à tous les deux, Béatrice et Philippe. Vous avez étudié cela en tant que chercheur. Maintenant, vous vous retrouvez face à des élèves ingénieurs qui vont être amenés à développer toutes ces techniques, à rendre possible encore d'autres choses. Quelle est du coup votre attitude face à eux?
à minima, c'est effectivement les sensibiliser. Et ce qui m'a fait réagir il y a quelques années sur ce sujet, c'est de se rendre compte qu'en stage, certains étudiants avaient des pratiques, pas d'eux-mêmes, mais que demandées par le responsable de stage, qui étaient en dehors des clous vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de la réglementation de la CNIL, par exemple. Donc c'est au moins les sensibiliser sur, qu'est-ce qu'il est possible de faire actuellement, et de réfléchir aussi à comment ce qu'ils vont faire peut être utilisé. Même si, évidemment, la recherche amont est très difficile de voir comment cette recherche amont peut être utilisée par la suite, mais au moins dans le contenu, dans le travail de l'ingénieur, comment concrètement, quelles sont les conséquences, les aider à réfléchir là-dessus. Ok. Et Béatrice, peut-être un point sur la question de la précision. Là, j'ai réaffiché les problèmes que pose la loyauté des algorithmes. On a affiché le mot précision mathématique. Oui, c'est très important quand on donne un résultat scientifique, pas seulement dans ce domaine-là, mais dans tous les domaines scientifiques, de donner la précision de notre résultat. Hein. C'est pas juste un résultat brut. Or, souvent, ce qui est donné, c'est juste un résultat brut. Et vous avez l'exemple que vous connaissez tous, je pense qu'il y a l'exemple des sondages, où souvent on vous donne un score de sondage, mais sans préciser la fourchette. Et la fourchette, elle dépend beaucoup du nombre de personnes qui ont été interrogées pour construire ce sondage. Donc là, c'est la même chose. Hein. Donc, dans les exemples que citait Philippe, score de crédit ou une décision sur décision médicale, c'est important c'est crucial de pouvoir avoir la précision. Donc là, on sensibilise beaucoup nos élèves ingénieurs là-dessus. Alors, vous les sensibilisez finalement à être plus transparents sur ces questions-là, hein, soit vis-à-vis de la loi, soit vis-à-vis de la précision des chiffres qu'ils annoncent. Tout à fait. Ok, alors on y reviendra peut-être. Merci à tous les deux. On va donner la parole maintenant à Lise Marie Lacroix sur la question des nanos. Alors moi je dis nano tout court, je te laisse décider ce que tu mets après. Merci. Bonjour à tous. Alors moi je ne fais pas du tout d'éthique. Par contre, je vais essayer de vous présenter un petit peu mon activité de recherche. Donc je suis physicienne de formation, je fais de la chimie actuellement, donc au laboratoire de l'INSA, le LPCNO, et on travaille sur les nanos. Alors les nanos, ce sont tous les objets qui sont de taille nanométrique. Donc nanométrique, en fait, pour vous situer, c'est 10-9 mètres. Mais en général, ça ne parle pas trop. Donc juste pour vous situer, je vous ai fait un petit rapport. Vous avez le même rapport de taille, en fait, entre la Terre et une meule de comté. Donc à chaque fois, je fais cet exemple parce que je suis jurassienne et je revendique que le comté est un des meilleurs fromages, qu'entre cette meule de comté et la nanoparticule. Sinon, un autre exemple, vous prenez un de vos cheveux, il va falloir couper 10 000 fois dans le diamètre pour que vous ayez la taille des nanoparticules. Donc nous, au LPCNO et ailleurs, en fait, on essaye d'optimiser les synthèses qui permettent d'obtenir ces objets. Pourquoi ? Parce que si vous contrôlez ces objets, leur taille, leur forme, vous contrôlez leurs propriétés. Et donc, vous pouvez voir apparaître des choses complètement nouvelles par rapport à ce qu'on connaît à nos échelles actuelles. Donc par exemple, vous allez avoir des effets très intéressants au niveau magnétique, au niveau lumière, luminescence, et ça peut être utilisé par exemple pour le traitement biomédical. C'est des exemples qui sont par exemple situés ici. Vous avez aussi des exemples un peu plus dans votre vie courante, par exemple des capteurs de gaz qui vont être à l'extérieur de votre pot catalytique pour voir si vous avez ou non émission de particules fines. Ce sont des nanoparticules de SNO2 qui vont faire cette détection-là. Après, vous avez des exemples un peu plus polémiques. Il faut savoir que dans votre vie de tous les jours, vous êtes déjà exposé aux nanoparticules sans forcément le connaître. Si vous avez déjà mangé des M&M's, eh bien en fait, dans la couche des M&M's, la couche qui est très lumineuse, là, très colorée, vous avez un petit additif qui fait une couleur blanche en dessous, qui permet de réfléchir la couleur. Ce sont des nanoparticules de TiO2. Donc c'est caché sous le nom barbare E171, mais en fait, sans vous en rendre compte, vous êtes exposé aux nanoparticules. Pareil, dans le guacamole, par exemple, vous avez un additif qui sont des petites nanoparticules de silice, en gros des grains de sable, ça permet de faire un bon agent texturant, mais ce sont des nanos. La problématique, c'est de fait de leur petite taille, ces particules elles vont pouvoir interagir avec l'ensemble de votre corps, et notamment elles vont pouvoir pénétrer dans vos cellules. Et elles vont pouvoir éventuellement même atteindre le noyau de vos cellules et induire ensuite des modifications à long terme. Donc du coup, la question éthique intervient, le bénéfice-risque intervient. Si on voit l'intérêt d'utiliser des nanoparticules pour le traitement des cancers, c'est vrai que d'avoir une plus belle couleur sur les M&M's est peut-être un peu plus questionnable.
Voilà. Ok. Alors, c'était intéressant ce que tu disais, que tu te présentais comme étant chimiste, physicienne et pas spécialiste de l'éthique, ce qui est le cas de Béatrice et Philippe. Mais néanmoins, si tu l'as, c'est aussi parce que tu te poses des questions éthiques. Tu as dit que nous étions exposés aux nanoparticules en mangeant des M&M's. Ceci dit, si j'ai bien compris, il y a quand même des gains aussi, il y a des bénéfices à utiliser des nanoparticules dans certains cas, oui, tout à fait, d'autres risques. Et donc, c'est là que se glisse le questionnement éthique que tu vis en tant que chercheur, et qui se répercute peut-être parfois aussi vers tes étudiants. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus, finalement, sur ces questions de gains et de risques? Donc le gain, en général, nous, dans les applications qu'on vise au laboratoire, on vise les applications à fort plus-value. Par exemple, j'ai travaillé pendant ma thèse donc, sur le traitement des cancers grâce à des nanoparticules magnétiques. Pourquoi ? Parce que ces petites particules, donc, elles pouvaient pénétrer vers les cellules cancéreuses. Et ensuite, on pouvait appliquer un champ magnétique, comme vous avez dans les IRM typiquement, et les particules allaient avoir un phénomène de mouvement magnétique, elles allaient se retourner et ça allait libérer du chauffage. Donc ça allait permettre de chauffer localement la cellule cancéreuse. Or, il a été montré que si vous élevez la température au-delà de 45 degrés, vous rendez la cellule cancéreuse beaucoup plus sensible à la chimiothérapie, voire même vous pouvez induire sa mort. Donc du coup, là, on voyait bien l'avantage d'utiliser des nanoparticules, puisqu'il y avait un vrai bénéfice pour des patients en phase terminale, par exemple. Il y avait vraiment un fort bénéfice. Ensuite, effectivement, travailler pour l'industrie agroalimentaire, ça permet d'avoir, je pense, pas mal d'argent, probablement. Mais après, au niveau des bénéfices autres... Je pense que c'est un peu plus questionnable, mais après, c'est mon point de vue en tant que maman qui interdit à sa fille de manger des M&M's, par exemple. Voilà. Sachant que voilà, la source qui est indiquée de cette photo, c'est Agir pour l'environnement, qui, pour poursuivre, je suis allée voir sur le site, ils ont identifié effectivement tous les nanoparticules qu'on peut retrouver dans des aliments, en indiquant nano observé, nano suspecté, et puis aussi nano retiré. Voilà, alors, sachez que du coup certaines entreprises ont décidé de retirer quand même les nanoparticules dans certains de leurs éléments. Et je crois que là, récemment, cette semaine, je crois il y a l'UFC Que Choisir qui a justement sorti une étude sur les nanos dans notre alimentation et du coup qui commence à faire pression du coup sur les personnels de l'agroalimentaire pour au moins prévenir le public qu'il y a des nanos. Après, chacun mange ou non les éléments contenant des nanos. Voilà, mais en connaissance de cause. Exactement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est très content d'être ici dans le cadre de ce forum Cité Éthique, en disant que pour nous tous, nous sommes des chercheurs financés par la recherche publique. À un moment donné, c'est important de pouvoir quelque part rendre des comptes dans ce type de cadre. Et puis aussi, c'est l'occasion d'échanger, de répondre à peut-être certaines inquiétudes ou de répondre à certaines questions. Alors, c'est des approches que certains parmi mes collègues ont régulièrement, dans des cadres scolaires souvent, et on est donc heureux de le faire dans ce cadre-ci. Donc, tout ça pour dire que vous avez la parole, et nous sommes prêts à répondre à vos questions, sachant que le temps que vous prépariez vos questions, donc Marie-Pierre Rascudier interviendra un peu plus tard sous forme de bilan, et pour prendre un peu plus de recul sur ces rapports entre technologie et éthique, et la façon dont notamment à l'INSA on traite cette problématique. Alors, Big Data, Nano, peut-être l'ingénierie en général, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais savoir, parce que souvent on entend parler de l'utilisation des nanos dans la médecine dite du futur, où on nous injectera dans le sang des nanocaméras qui nous permettront de nous connecter avec notre ordinateur et de faire un espèce de bilan médical chez soi de notre état de santé. C'est du fantasme, ouais. Alors, il y a des recherches actuellement qui sont menées notamment au LAS, donc c'est le laboratoire d'analyse et d'architecture des structures à Toulouse, où ils essaient de développer des puces, alors pas sous forme de nanocaméras injectées dans le sang, mais sous forme de puces qui viendraient placer sous la peau, qui permettraient de faire des analyses en continu, notamment pour des gens qui souffrent de diabète, etc., pour pouvoir mesurer l'insuline et d'avoir du coup quelque chose de connecté. Vraiment la nanocaméra, j'ai pas vu ça dans les différentes conférences auxquelles j'ai pu assister encore. Par contre, l'utilisation des nanoparticules comme vecteurs, par exemple, pour venir précisément amener les éléments thérapeutiques comme la chimiothérapie au plus près de la cellule cancéreuse, oui, il y a beaucoup de travail là-dessus. Utiliser la nano aussi comme
agent de traitement, par exemple avec l'échauffement localisé, oui, tout à fait. Nanocaméra, je ne crois pas. Voilà. Bonjour, moi j'avais une question sur la précision des mesures. Avec finalement la question, est-ce qu'on n'est pas plus tolérant avec l'imprécision humaine que l'imprécision de l'algorithme? Si on prend des implications médicales de diagnostic, plus tolérer l'erreur médicale que ce qu'on va demander à un algorithme d'être beaucoup plus précis par rapport à ce que pourrait faire l'homme. Alors, je ne sais pas, j'interviens moi sur cette question de l'idée qu'on accepterait l'erreur médicale. Je ne suis pas sûre qu'on soit si ouvert que ça. Non, je crois que ce qui pose la question qui se pose, c'est celle de la responsabilité. Ouais. À qui attribue-t-on la responsabilité? Donc c'est un grand débat sur les voitures autonomes, savoir qui est responsable en cas d'accident, si c'est le conducteur, si c'est le concepteur de l'algorithme, si c'est le fabricant de la voiture, etc. Avec quand même, en faisant attention à beaucoup de choses, parce que par exemple Google était prêt à assurer les véhicules qu'il mettait en circulation en Californie. L'État californien a refusé, ce qui n'est pas plus mal, je pense, mais ça c'est un autre débat. Mais le fond du problème, c'est la question de la responsabilité. En disant que l'algorithme a été organisé, prévu par des gens qui seraient éventuellement responsables, ou bien c'est ceux qui utilisent cet algorithme pour prendre une décision qui seraient à leur tour responsables. C'est là où il y a une ambiguïté. Dans le discours populaire, on entend c'est la faute de la machine, souvent. Hein. Là, c'est la faute de l'algorithme, et tout le monde s'en lave les mains, quoi. Donc c'est ça le point important. Or, oui, l'algorithme a été conçu avec un projet, etc. D'accord. Ok. Donc la question de la responsabilité, qui va ouvrir sur ce que dira Marie-Pierre ensuite. Est-ce qu'il y a peut-être encore une ou deux questions? Oui. Oui, j'en ai une ici. Sauf erreur de ma part, le fameux principe de précaution est inscrit dans le préambule de notre Constitution. Et donc avec ce que vous dites, madame, sur l'effet potentiel des nanoparticules qui peuvent pénétrer jusqu'au noyau de nos cellules et modifier l'expression des gènes, etc., comment se fait-il que l'utilisation de ce type de produit puisse être autorisée dans notre alimentation? Et c'est une question qui peut déborder largement ce cadre-là, quoi. Comment s'applique finalement le principe de précaution qui est constitutionnel en matière vis-à-vis de l'évaluation et de l'autorisation de toutes ces technologies-là dont on entend parler depuis jeudi? Oui. Alors, au niveau des nanos, c'est vrai que moi je suis très surprise également, parce que par exemple, dans les recherches que l'on a pu faire pour le traitement des cancers, nous, on a énormément de tests toxicologiques à passer. Donc moi, j'ai débuté ma thèse en 2005. Les nanoparticules ne sont toujours pas sorties. Elles sont pour l'instant uniquement en phase de tests sur animaux. Donc c'est des données temporelles qui sont très longues et c'est nécessaire pour pouvoir vraiment avoir un recul sur l'effet des nanoparticules qu'on va ingérer dans le corps pour du coup savoir si le risque est suffisamment faible au vu du bénéfice. Donc je suis assez étonnée que des géants de l'agroalimentaire aient pu mettre des nanoparticules déjà dans leurs produits de grande consommation. Je pense qu'il y a eu certes quelques tests, mais il faut savoir que les tests de toxicologie sur les nanos sont très complexes. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous changez la taille ou la forme de ces nanoparticules, ou même juste la petite couche qui est en surface de ces nanoparticules, vous changez leurs propriétés toxiques. Et donc du coup, par exemple, il y a la Commission européenne qui a mis en place un laboratoire qui est dédié aux analyses toxicologiques, mais eux demandent des temps d'analyse qui sont très longs. Donc moi, je suis vraiment étonnée et un petit peu effrayée de retrouver ces nanoparticules déjà dans l'alimentation, alors que je ne suis pas sûre, en tout cas, je n'ai pas eu accès aux tests montrant qu'il n'y avait pas de risque pour l'être humain, et notamment pour les enfants. Là, par exemple, des M&M's, c'est souvent à destination des enfants. Moi, je préfère prendre le principe de précaution moi-même, c'est-à-dire j'interdis à ma fille d'en manger. Mais c'est vrai que je suis très étonnée. Je vois qu'il y a une personne qui voulait, l'intervenant précédent, qui voulait intervenir sur le sujet. Sur cette question, en fait, oui. J'ai une piste de réponse, c'est que je crois que le TiO2 a été autorisé dans la consommation humaine en 66 en Europe, quelque chose comme ça, et qu'ils ont juste changé l'échelle, en fait. Mais comme c'est le problème. Autorisé, c'était oui. du TiO2, alors qu'il soit plutôt gros ou plutôt fin, c'est du TiO2. Alors que, comme vous le dites, le changement d'échelle, il y a un effet de taille. Oui, et le gros problème est ça, parce qu'effectivement, par exemple, le SiO2 avait été autorisé, TiO2 et SiO2 ont été autorisés dans l'alimentation à l'échelle micrométrique.
Et là, il n'y a aucun souci. Parce qu'à l'échelle micrométrique, votre particule est trop grosse pour de toute façon diffuser dans le corps. Par contre, à l'échelle nanométrique, étant donné que vous êtes suffisamment petit, vous pouvez passer au travers des barrières. Vous pouvez passer certaines barrières endothéliales. Vous pouvez passer vraiment... vous pouvez même... Ils ont montré que si la taille des particules est suffisamment petite, vous pouvez retrouver des nanoparticules dans le noyau des cellules. Donc du coup... Je pense qu'il faut faire quand même un petit peu attention et qu'effectivement, ils se sont peut-être engouffrés dans une brèche qui était le TiO2 est accessible et potentiellement utilisable, mais l'échelle de taille n'a pas été suffisamment prise en compte, à mon avis. Donc c'est pour ça que maintenant, donc des études sont en cours. L'idée, c'est de prévenir justement le grand public pour qu'il sache qu'il y a des nanoparticules, qu'il y a des risques éventuels liés à cette taille. Et du coup, après, que chacun prenne sa décision en connaissance de cause. Après, alors, je me fais un peu... Donc, je suis chercheur en nanoparticules, et pourtant, là, je vous dis, en gros, les nanoparticules sont toxiques. C'est pas ce que j'ai dit non plus, parce qu'en fait, l'homme a toujours été exposé aux nanoparticules, parce que quand vous avez des éruptions volcaniques, vous avez des nanoparticules qui sont libérées. Simplement, là, on va en générer beaucoup plus, puisque ça va être l'activité humaine qui va en créer. Donc, on va soumettre notre corps à un taux de nanoparticules qui est plus important. Donc, c'est ça aussi, c'est la dose qui va faire éventuellement le risque. Et c'est ça où je pense qu'il faut avoir un petit peu de recul derrière. J'avais une question sur la dégradabilité naturelle, artificielle ou bio des nanoparticules et la contamination potentielle croissante de l'environnement. Alors la dégradabilité dépend beaucoup de la nature de la nanoparticule que vous allez utiliser. Certaines particules peuvent être très bien dégradées par le corps humain. Par exemple, si vous mettez du fer, il va avoir tendance à se dégrader pour former des oxydes de fer déjà, dans un premier temps. Et puis ensuite, il va pouvoir être libéré par l'urine. Après... Sous forme de Fe2O3, par exemple, on sait qu'il n'y a pas de risques principaux puisqu'on a déjà des nanoparticules de Fe2O3 présents dans l'environnement de manière naturelle. Le risque va commencer à se poser quand, par exemple, vous allez utiliser des nanoparticules d'argent pour faire votre lessive. En effet, par exemple, au Japon a été développée une machine à laver de la marque Sanyo qui vous propose de ne plus utiliser de détergent pour faire votre lessive. Très bien. Mais du coup, qui vous propose en fait de délivrer à chaque lavage une petite dose de nanoparticules d'argent. Ces particules d'argent, elles ont une propriété antibactérienne, donc ce qui vous permet d'éviter du coup l'apparition de bactéries et donc de mauvaises odeurs. Le problème, c'est que du coup, vous allez éliminer ces nanoparticules dans l'eau courante, et pour l'instant, les stations de traitement des eaux n'ont pas des filtres suffisamment petits pour pouvoir bloquer ces nanoparticules. Donc vous allez les retrouver dans votre eau ensuite, par exemple au robinet. Donc là, il y a eu un moratoire qui a été pris par exemple en Europe qui a interdit la vente de ces machines à laver en Europe. Mais elles sont actuellement disponibles aux États-Unis et au Japon. Donc du coup, plus il va y avoir de nanoparticules dans l'environnement, plus il va falloir des moyens de traitement des eaux efficaces. Et par exemple, il y a des recherches qui sont en cours, notamment à l'INSA, sur comment venir récupérer les nanoparticules dans les eaux usées. Donc ça, c'est des questions qui vont se poser. La dégradabilité sur certains composés vont être possibles. Sur l'argent, qui est un métal relativement noble, ça va être très difficile de le décomposer et de revenir à l'état moléculaire qui est effectivement sans grand risque pour l'environnement. Donc ça dépend vraiment du matériau et donc du coup de la nanoparticule que vous étudiez. Merci Lise. Alors on voit bien que là, les États ont pris des positions différentes, ont assumé des responsabilités différentes, en disant finalement il y a un risque peut-être mais qui n'est pas avéré. Donc suivant la culture, position éthique sont de dire non, pas pour le moment, ou de dire on essaye, peut-être on va voir, je ne sais pas si c'est la formulation qu'ils ont choisie. Mais donc on est sur ce vide aussi où il y a des choses qui peut-être ne sont pas autorisées, mais en même temps, tant qu'elles ne sont pas interdites explicitement, il y a cette espèce de fenêtre dans laquelle on peut se glisser, on peut imaginer aujourd'hui. Alors on y reviendra peut-être, je vous propose de prendre un peu plus de recul sur cette notion de responsabilité, et je donne donc la parole à Marie-Pierre Escudé, qui vient de Lyon, pour venir nous parler de ces aspects-là. Merci. Merci. Donc effectivement, le thème de cette table ronde, c'était éthique et ingénierie, et donc enseignante aussi en école d'ingénieur. Je vais repartir quand même de la figure de l'ingénieur et rappeler cette distinction entre science et ingénierie, où la science, si elle vise à comprendre le monde, l'ingénierie, elle,
en plus cette tentative de comprendre le monde, vise aussi à le transformer. Et donc ça amène chez l'ingénieur, dans son activité, et en amont dans la formation qu'on peut lui donner, une réflexion quand même spécifique, particulière, même si avec un concept formulé par Gilbert Ottois, celui de la technoscience, on a effectivement un rapprochement de ces deux activités, du scientifique et du chercheur, avec souvent des ingénieurs qui passent un doctorat et qui travaillent dans les parties R&D des entreprises, ou à l'inverse des scientifiques qui sont inscrits dans des contrats de recherche en lien avec l'industrie. Mais pour autant, si on reprend la littérature donc, qui travaille sur les liens entre éthique et ingénierie, et donc en anglais qui s'appelle Engineering Ethics, et ces auteurs qui travaillent sur la figure de l'ingénieur, on voit qu'il y a des idéaux propres à la profession et qu'il n'est pas inintéressant de rappeler trois en particulier. Donc d'abord chez l'ingénieur une forme d'enthousiasme technique. Alors bon, cette idée-là, elle s'inscrit dans la longue histoire de la modernité et de son rapport au progrès, avec chez les ingénieurs l'idée que la technique est porteuse elle apporte des solutions. En même temps, disons qu'il y a aussi un lien entre problème et solution, où l'ingénieur, quand on lui demande de se décrire, il dit qu'il amène des solutions à des problèmes, mais qui amène de nouveaux problèmes. Bon, voilà, il y a en tout cas le principe, l'enthousiasme fait que il y a un goût pour aller chercher des solutions techniques à des problèmes donnés. Le but d'efficacité et d'efficience aussi constitue un idéal dans le travail, dans l'activité même de conception et de développement. Et enfin, la dimension aussi liée au bien-être et au fait d'améliorer le bien-être dans la société. Donc cet ensemble-là d'idéaux convoque certaines formes d'éthique, l'éthique conséquentialiste, donc qui se préoccupe des conséquences, une éthique parfois qui peut être aussi utilitariste, ou même des éthiques de la vertu, et je reparlerai de ces dimensions-là avec le cas de l'INSA plus particulier. Donc l'éthique que l'on enseigne en école d'ingénieur permet de penser non seulement la technique, mais aussi de penser l'action et de penser les implications, en fait, les diverses implications politiques, sociales, environnementales de la technique. Je pense que beaucoup d'exemples ont été donnés pendant les 3 jours sur cette forme d'ambivalence de la technique, où par exemple si vous prenez comme un outil comme Google Earth, vous avez la possibilité de zoomer et de voyager partout sur la planète, et dans le même temps la possibilité de surveiller ou d'avoir une forme d'intrusion dans la vie privée, et plus encore de constituer potentiellement une menace pour la sécurité si ça peut permettre à des personnes mal intentionnées de pouvoir avoir un plan d'attaque avec cette vision géographique. Voilà. Donc l'éthique telle qu'on tente de l'enseigner dans les formations d'ingénieurs, il y a ce souci vraiment de partir de l'activité de l'ingénieur, et le problème, en tout cas, disons, ce à quoi on se confronte vraiment dans les faits. Pour l'anecdote, j'ai des étudiants il y a quelques années qui, lorsqu'on lance ces conversations, nous disent « Oui, bon, mais madame, c'est très bien, mais dans l'entreprise, on est des exécutants. » Et le mot était employé, était celui-là, exécutant, et c'était très fort. Donc, vraiment, il y a une réflexion à mener qui est face à plusieurs obstacles. Et un obstacle a quand même été, dans l'histoire récente, la prégnance du modèle du séparatisme, où on avait d'un côté les ingénieurs, donc qui faisaient cette activité technique, et de l'autre les managers, les politiques, dans, disons, des attributions différenciées, et ce qui a permis pendant longtemps à l'ingénieur d'endosser
une responsabilité professionnelle liée donc je disais, à l'activité de conception et de développement de dispositifs techniques, mais qui n'allait pas plus loin et qui se retrouve finalement de plus en plus confrontés à une histoire des crises sanitaires, environnementales, des catastrophes industrielles qui n'est plus acceptable. Et en même temps, de la volonté, je trouve aussi des étudiants. Bon, mais là, c'est l'expérience qui me fait dire ça. C'est pas. Enfin, il faudrait le discuter même avec toi, Béatrice, par exemple, puisque, enfin, toutes les deux, on enseigne au sein des INSA, moi, ça s'appelle le Centre des Humanités, et vous, le Centre des Sciences Humaines. Voilà, des sciences humaines. Et donc, c'est les lieux où on peut avoir ce type de discussion à l'INSA. Oui, qui souligne, alors je vais du coup synthétiser cette idée que la technique, ce serait quelque chose de spécifique, plutôt peu en lien avec des espaces de décision. Et ce serait d'autres qui décideraient. Or, aujourd'hui, on a des ingénieurs qui, de plus en plus, veulent, en tout cas chez les jeunes, être associés à la décision et en tout cas ne plus agir contre leurs propres valeurs. Voilà, ce que je voulais dire, oui, c'était une recherche de sens de plus en plus forte manifestée au sein de leur parcours. Alors peut-être un mot sur notre fondateur, du coup, Gaston Berger. Oui, justement, voilà, ça m'amène à dire deux choses. La première, c'est que donc on est plusieurs à avoir une réflexion sur la responsabilité, en particulier avec un cours qui va démarrer là, dans une dizaine de jours, sur la responsabilité sociale de l'ingénieur, et qui est en fait une réflexion qui part de l'idée que cette autonomie de la volonté, enfin la responsabilité telle qu'elle est formulée dans le droit moderne, de quelqu'un qui est responsable de quelque chose vis-à-vis de quelqu'un d'autre, pour le dire très simplement, en fait, n'est plus possible. Il y a une perte de l'autonomie de la volonté dans des processus techniques, technologiques très complexes, avec plusieurs personnes, enfin, comme on le disait tout à l'heure dans le cas des données, une chaîne de responsabilité qui s'étend du concepteur jusqu'à l'usager, et même avec une participation humaine, non humaine. Il y a des objets qui entrent dans ces dimensions de responsabilité et qui font qu'il y a principalement deux évolutions de la responsabilité qui passent d'une responsabilité classique individuelle, où on recherchait l'imputabilité de la personne qui avait commis une faute ou une négligence, à une dimension collective. Et c'est là où l'éthique peut reprendre tout à fait sa place, en étant le lieu de discussion et d'élaboration des formes de responsabilité. Et la deuxième grande évolution est ce passage d'une rétroactivité, donc l'imputation, quand la faute avait été commise, à une dimension prospective, où il y a une forme de dimension inconditionnelle, où on doit penser les conséquences et penser l'avenir, penser les futurs possibles vis-à-vis de la responsabilité qu'on engage. Et l'INSA, donc ça sera le mot de ma conclusion, l'INSA en est en tout cas une forme institutionnelle, une tentative de permettre, de donner un espace à la réflexion pour les élèves ingénieurs qui deviendront ingénieurs vis-à-vis de cette élaboration de la responsabilité. Donc chez Gaston Berger, qui à l'origine est un philosophe, qui a fondé les INSA parce qu'il était directeur général d'enseignement supérieur, donc à l'origine philosophe, il crée des écoles d'ingénieurs et il les crée, INSA de Lyon en premier, puis Toulouse, donc Lyon en 1957 et Toulouse en 1960. Il les crée avec l'idée de réformer le rôle de l'ingénieur dans la société. Et à son rôle technique, lui ajouter une dimension, un rôle politique pleinement assumé. On est dans une décennie d'après Seconde Guerre mondiale qui est en pleine reconstruction et qui a un besoin quantitatif d'ingénieurs. S'ajoute une dimension qualitative qui se donne, disons, pour tâche de penser. Et des choses qui aujourd'hui sont encore enseignées à l'INSA. C'est vraiment un rapport actif au savoir, un rapport pratique où l'ingénieur doit partir de l'expérience. En fait, on s'appelle INSA, Institut national des sciences appliquées, mais dans la vision de Berger, il ne fallait pas simplement partir des sciences et chercher à appliquer les sciences
aller plaquer sur le réel, mais au contraire de partir de l'expérience pour remonter et utiliser plusieurs sciences, et la citation en témoigne. L'ingénieur dans sa pratique courante n'emploie aucune vérité qui ne provienne d'une science particulière, mais il lui appartient d'en faire une synthèse originale. Et Berger, lui, justement, critiquait cette idée de science appliquée et lui préférait le terme de science utilisée, c'est-à-dire d'aller chercher et de composer avec un ensemble de savoirs pour répondre à une situation donnée. Donc ce rapport actif au savoir et cette forme d'humanisme technique, il y a un texte qu'il a écrit qui s'appelle « Humanisme et technique », vise à mettre en contexte, à rappeler les valeurs, le système de valeurs qui fonde le lien entre culture et technique, et qui permet, donc là c'est autre formule de Gaston Berger, qui est aussi l'inventeur de la prospective en France dans les années 50, qui permet de comprendre pour agir et en retour d'agir pour comprendre. Voilà. Je ne sais pas si... Et oui, la dernière citation, peut-être tu peux la commenter. Hein. L'action technique isolée expose à plus de risques qu'elle ne promet de bénéfices. Et effectivement, chez Berger, il y avait cette idée que nous entrons dans ce que 30 ans plus tard, 20 ans plus tard, on appelle la société du risque, mais que nous sommes dans une société où le risque est permanent, est inclus, disons, dans nos actions. Et si je peux me permettre une petite métaphore, Goethe a été cité ce matin déjà. Berger, en 1960, lorsqu'il s'adresse aux employés de l'usine Lafarge, emploie aussi la figure de Faust, donc la figure centrale du livre de Goethe. Et Berger se réfère au deuxième livre qui a été écrit en disant que finalement le docteur Faust, dans le pacte qu'il avait passé avec le diable pour atteindre une connaissance absolue, tout cela l'a amené à un voyage continental. Et pour lui, à la fin du second livre, Berger nous dit lorsqu'il s'installe dans un village reculé des Pays-Bas et qui rend saines et fertiles des terres qui étaient marécageuses, donc il ramène la technique de l'agriculture pour pouvoir nourrir les villageois, Faust se fait l'ingénieur au profit des autres, et c'est dans cette image d'ingénieur au profit des autres que Gaston Berger trouvait justement cette dimension politique, cette dimension sociale de l'ingénieur qu'il fallait enseigner, en particulier dans les INSA, mais qui depuis est présent dans de nombreuses écoles en France et ailleurs évidemment. Et on retrouve l'idée, en tout cas c'est le mot isolé sur lequel je pense qu'on peut réagir, l'idée que justement dans une démarche éthique, on rentre dans une démarche collective aussi, ce qui avait été souligné dans la conférence précédente. On n'est pas seul face à ces positionnements éthiques. Alors on va passer aux questions, nous vous écoutons, donc si vous avez des interrogations, si vous voulez revenir peut-être sur la notion de big data, sur les nanos, ou sur ces remarques plus générales sur le rapport de la technique à l'éthique, nous sommes prêts à répondre. Oui, alors une question en haut. Je ne sais pas si on va vous entendre. Un micro vous arrive. Comment est-ce qu'on répartit les responsabilités? Au niveau mondial. Oui, au niveau mondial. Maintenant, les échanges sont multipliés. Et donc, chaque pays a ses règles. Et notamment, les USA n'ont pas les mêmes règles que nous. Et donc, les responsabilités à définir vont être de plus en plus complexes parce que ce seront des batailles juridiques. Oui, excellente question. Marie-Pierre, tu veux apporter des éléments de réponse? Il y a effectivement plusieurs approches. Moi, je ne suis pas spécialiste du droit et je pense qu'au niveau international, effectivement, il y a tout un système de responsabilité qui existe, mais qui est aussi à repenser. Des crises comme Bhopal dès les années 80 ou des multinationales font qu'en Inde et aux États-Unis, il n'y avait pas une même application, un même respect des normes. On amène une réflexion et une progression du droit, mais aussi sur le plan moral, éthique.
ça pose de nombreuses questions, et en particulier des nouvelles formes, enfin ça amène des nouvelles formes d'éthique. L'éthique du care, par exemple, du souci de l'autre, de penser l'altérité, de penser des vulnérabilités, des fragilités, que ce soit aussi dans différents champs possibles, le champ du handicap, les questions de genre, les questions environnementales, enfin tout un ensemble de dimensions humaines et sociales, où là, la dimension de diversité et le rapport aux cultures, la mise en contexte dont je parlais, est importante pour comprendre le rapport aux formes de responsabilité. Le cas des robots, par exemple, il n'y a pas du tout le même rapport à la robotique au Japon par rapport au reste de l'Occident. Et ces dimensions-là, culturelles et éthiques, sont centrales aussi, je pense, pour aménager les espaces et les champs de responsabilité. Alors, est-ce que ça répond un peu à votre question ? C'est vrai que moi j'apporterai un autre élément. Finalement, face à votre question, on pourrait dire la problématique, c'est personne n'est responsable, ou bien au contraire, tout le monde est responsable. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait des mouvements collectifs qui puissent se faire pour modifier la marche d'un système qui est énorme et complexe. Et c'est vrai que nous, ce que vous dites, ça nous touche beaucoup quand même, parce qu'on est des enseignants. On a parlé des ingénieurs, il y a 780 000 ingénieurs en France qui sont en poste. Avec les INSA, on en forme à peu près 12 à 13%. Et pour nous, on considère que c'est de notre responsabilité, du coup, de former les jeunes à se questionner pour qu'ils n'entrent pas dans un système sans le questionner. Et qu'ils puissent s'autoriser à prendre certaines libertés qui ne leur sont pas forcément données, mais quand je dis prendre, c'est vraiment la saisir de force parfois en disant moi je ne veux pas. Et plus on permettra les réflexions qui permettent d'aboutir à ce genre de décision, je pense plus on fera peut-être avancer les choses aussi par rapport à cette question-là. Alors, moi je voulais simplement, oui, chère Béatrice, je voulais simplement, je trouve que c'est remarquable de voir que ces écoles d'ingénieurs, qui depuis longtemps du reste s'intéressent à ces questions-là, nous montrent actuellement, tout simplement par les faits, qu'il y a des actions concrètes et que les jeunes générations d'ingénieurs sont bien formés, et ce que vous faites à l'INSA est très très bien, sont bien formés à ces questions-là, et ça je crois que là c'est très très important, c'est un peu la remarque, je voulais vraiment féliciter cela, parce que je pense que l'avenir là, nous dira, on verra bien comment nos élèves vont se comporter plus tard, mais je suis persuadé, mais absolument persuadé qu'il va se passer des choses intéressantes, justement dans le rapport au métier qui va vraiment énormément évoluer, qui est celui de l'ingénieur. Dernière toute petite chose, vous avez dit quelque chose d'extrêmement faux, qui est impardonnable, sachant que oui, c'est impardonnable, je me dois de le dire publiquement. De quoi s'agit-il, Vincent ? C'est impardonnable. Chacun sait que seul le Roquefort est le roi des fromages. Donc je tiens à ce que ce soit considéré comme un dogme. Bon, je ne dirai rien aujourd'hui parce que voilà, c'est samedi, on est décontracté. Mais ne répétez plus jamais ça, jamais. Oui, puis moi je veux bien créer un troisième terme de débat en incluant le Cantal, qui est aussi un fromage excellent, qui présente de belles formes aussi. Alors, oui, là nous avons tous les éléments d'une belle querelle qui peut durer très longtemps, puisqu'on est justement sur finalement l'appréciation personnelle, là où l'éthique se voudrait quelque chose de collectif, n'est-ce pas, qui aille au-delà de ces appréciations. Alors, je vous donne la parole, oui. Juste pour rebondir à ce qui a été dit sur le rôle que vous avez d'un point de vue éducatif, puisqu'il faut le rappeler, ça n'a pas été dit, mais je pense que c'était implicite dans nos esprits, c'est que le risque n'est que le produit d'une probabilité d'occurrence par la sévérité des dégâts. Et donc, là, il y a vraiment un rôle que vous devez jouer, que nous devons tous jouer sur la pédagogie, puisque, rappelez-vous, l'épisode, on est proche de l'heure d'aller passer à table, donc rappelons-nous les années 2000, l'épisode de la vache folle, des mamans vont retirer, ou les papas d'ailleurs, vont retirer leurs enfants des cantines scolaires, tout en continuant à emmener leurs enfants en voiture, en fumant, en ayant le téléphone sous l'épaule et en conduisant. Donc une conduite certainement beaucoup plus à risque que d'aller laisser son enfant et de le laisser manger à la cantine. Donc là, il y avait vraiment un rôle d'éducation et c'est bien que
finalement vous puissiez commencer par les élèves qui vont devenir ensuite des adultes. Je crois qu'une rencontre comme celle-ci, elle a la vertu, et espérons que les médias puissent véhiculer ces informations-là, de pédagogie. Ne nous allons pas sur tout. N'oublions pas que le principe de précaution au départ n'était pas un principe d'inaction, mais au contraire d'action et de choix. Donc voilà, et je crois qu'on a beaucoup à faire en matière de pédagogie, et c'est à vous que, évidemment, vous avez la priorité sur les jeunes enfants. Du moins les élèves ingénieurs. Oui, Lise. Alors moi, je voulais juste préciser, moi je suis enseignant à l'université Paul Sabatier, et les domaines éthiques, les questions éthiques qui sont abordées pour la formation des ingénieurs sont aussi abordées dans les universités. Donc du coup, la formation touche vraiment toute une classe d'âge, puisque du coup, les élèves de Paul Sabatier aussi ont cette réflexion éthique, notamment risque, société, technologie, en première année. Voilà. Merci. Alors vous terminez sur le principe de précaution. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'idée du principe de précaution, c'est d'agir même en situation d'incertitude scientifique. C'est ça l'idée en fait. Et ça renvoie tout à fait à ce que nous disons ici. Finalement, le risque n'est pas avéré. Finalement, on ne sait pas. Mais à un moment donné, il faut prendre des décisions. Il faut être capable de pouvoir agir au niveau où l'on est. Ça, c'est important à rappeler, effectivement. Merci.